la Haute Cour de justice n'est pas très connue du grand public parce que c'est une juridiction d'exception, une juridiction qui juge du président de la République ou des ministres, donc des membres de l'exécutif, pour des faits qui sont des faits graves. Et depuis que la Haute Cour de justice a été mise en place, elle n'a pas fait un procès. Donc, comme elle n'a pas fait un procès, la majorité des personnels des médias ne connaissent pas la Haute Cour de justice. Donc, il était important, à travers ma présence auprès du président de la HAC, de lui suggérer ce lien avec les médias. L'année dernière, la Haute Cour de justice avait fait un travail particulier avec les médias. Donc, comment continuer sur cette lancée? Parce que la communication est l'un des éléments clés dans une démocratie. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est là pour s'assurer que tous les Béninois ont la bonne information. Et c'est grâce à la bonne information qu'on peut bien voter. Et la Haute Cour de justice fait partie de la République. Et pour qu'elle soit connue, elle doit reposer sur des piliers de la République et donner aussi les bonnes informations. Donc voilà pourquoi j'ai fait le déplacement auprès du président de la HAC. Pour sortir l'institution de l'oubli, ça passe par deux éléments. Le premier élément, c'est de modifier la Constitution. Puisque si vous jetez un œil à la Constitution, vous verrez que un vrai procès ne peut se faire que si l'acte de poursuite et l'acte d'accusation a été adopté par l'Assemblée nationale à une majorité qualifiée. Donc, tant que l'Assemblée nationale ne l'aura pas fait, la Haute Cour de justice ne pourra pas faire véritablement un procès. Deuxième élément, il faut rappeler que la Haute Cour de justice, bien qu'elle n'ait pas fait un procès, ça reste une juridiction et qu'il y a un effet dissuasif, ne serait-ce que par la présence de cette haute juridiction. Et c'est pour ça que je fais aussi le tour, pour rappeler qu'elle existe et qu'en tant que telle, elle est capable à tout moment de mettre en jeu la responsabilité de tout membre d'exécutif, quel que soit le moment où cet exécutif, ce membre de l'exécutif a commis une infraction ou un crime. Et souvent on l'oublie, puisqu'on a l'impression qu'il faut seulement juger ceux qui sont là. Non, la Haute Cour de justice peut juger de tout membre de l'exécutif, pourvu que l'acte qu'il a commis soit un acte qui soit punissable dans la loi de la République au moment où ce personnage était aux commandes de l'exécutif. Donc, nous avons un rôle dissuasif qui est là, qui est présent, qui est fort, qui est souvent oublié par le grand public, mais qui, je suis sûre, n'est pas oublié des membres de l'exécutif. Et ensuite, avec cette présence dissuasive, il faut voir comment, et ça c'est le chantier que nous menons, comment opérationnaliser sur le plan juridique la Haute Cour de justice avec ce que nous avons, c'est-à-dire faire sans la modification de la Constitution. Mais vous comprenez bien que les grandes lignes de ces éléments-là ne seront pas exposées tout de suite. Je viens juste de prendre la tête de la haute juridiction. Il faut quand même un peu de temps pour faire le tour, non seulement des présidents d'institutions, savoir ce qu'ils pensent, des différents projets que la haute juridiction peut avoir, avant de présenter ces éléments au peuple béninois à travers leurs représentants et puis à travers le grand public. La poursuite des sujets d'autosaisine portant sur les enjeux de la bioéconomie au Bénin, la problématique de l'émergence de l'industrie cinématographique et les opportunités qu'offre l'économie sociale et solidaire à l'entrepreneuriat durable et au développement socio-économique sont entre autres sujets abordés lors de la première session ordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2024. Au terme de cette session, l'essentiel des travaux prévus dans le calendrier a été réalisé. En ce qui concerne l'étude des sujets d'autosaisine, la phase intellectuelle en prélude aux visites de terrain et à l'audition des personnes aux ressources a été bouclée. Il s'agit
de l'élaboration des thèmes de référence, l'élaboration de collectes de données, l'identification des personnes ressources et des sites à visiter dans le cadre de la collecte des informations. L'examen et l'adoption du rapport d'activité de l'ex-président étaient également au cœur des échanges. J'ai noté avec beaucoup de bonheur que cet exercice s'est déroulé conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 17 du règlement intérieur du Conseil économique et social. L'adoption à une large majorité du dit document par les conseillers présents est la preuve de la mutualisation effective de nos énergies positives dans l'unique but d'accomplir convenablement la noble mission républicaine qui nous a été confiée. Le dévouement et la qualité du travail des membres du CES durant cette session témoignent de leur volonté à bien accomplir leur mission républicaine. Lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'endroit des femmes et promotion du leadership féminin. Principale mission de l'Institut national de la femme, INF. Quel est alors l'état des lieux de cette lutte au sein des communautés? Il faut comprendre que la violence à l'égard des femmes et des filles est fortement liée à la culture du patriarcat qui continue de régner, il faut le dire. C'est une culture qui a la vie dure et qui, bien sûr, elle est pratiquée par les hommes et elle est acceptée comme une norme par les femmes. Ça se transmet en fait de parents à enfants. Ça se transmet de parents à enfants et c'est un combat qui va prendre un peu de temps parce qu'il faut vraiment déconstruire les mentalités pour pouvoir les reconstruire. C'est un combat que pense gagner l'Institut national de la femme. Face à ce phénomène qui perdure dans certaines régions du pays, l'INF dispose des outils nécessaires pour voler de façon efficace au secours des victimes des violences. Ces outils dont dispose l'Institut national de la femme, c'est les outils de la sensibilisation, les outils de l'information. Aujourd'hui, nous sommes bien organisés en différents pôles. On a également l'outil de la présence que nous préparons sur le terrain de l'Institut national de la femme dans les administrations, dans les lieux comme les marchés, les parcs automobiles et autres, où il y a, surtout en fin de journée, une activité sexuelle dans les alentours qui intègre ou qui implique de la violence à l'égard des jeunes filles. La présence de l'Institut national de la femme au niveau arrondissement, au niveau commune, au niveau départemental. Et donc avec des relais qui vont être des observateurs, des dénonciateurs et également des personnes qui vont intervenir dans la prévention. Occasion pour la présidente de l'Institut national de la femme d'inviter les uns et les autres à une participation citoyenne dans cette lutte commune, celle qui consiste à obtenir zéro violence basée sur le genre au Bénin. Ce combat est un combat de longue haleine, mais si chacun y met du sien, il y a des batailles que nous gagnerons plus vite. Il y a un capital humain à qui nous allons permettre de se déployer pour le bien de notre pays. Il y a des familles entières, des générations entières d'enfants qui connaîtront des lendemains meilleurs parce que, ayant vécu, ayant été éduqués dans un environnement où leurs mamans, leurs sœurs sont traitées de façon équitable comparée à eux. C'est ce que je demande pour notre pays. Pour rappel, l'INF dispose d'une cellule d'écoute chargée de recueillir les plaintes des femmes et d'un fonds d'assistance aux victimes des violences. La vente en ligne est une nouvelle méthode pour les jeunes de se faire de l'argent. Les réseaux sociaux constituent un moyen fondamental pour la communication de leurs articles.
Plusieurs méthodes sont employées par ces derniers pour atteindre leur cible de clientèle. Bon, on a créé une entreprise. Donc, on a un catalogue et on fait une publicité. On a des groupes de diffusion où on diffuse et certains nous aident à poster. Et voilà, quand tu vois et ça te plaît, tu commandes. Sinon, on n'a pas ça sur le champ pour vendre. À partir de 8 heures, je vais sur mes pages Facebook, Insta, WhatsApp, je fais des publications et je quitte la ligne. Je reviens travailler. Le soir, il y a pas mal de messages. Voilà le produit à combien, voilà le produit à combien. C'est en matinée, je fais mes publications. Dans l'après-midi, je réponds. S'il y a possibilité de faire des livraisons, je donne des rendez-vous. J'ai également un livreur qui m'aide pour ça, mais des fois, il n'est souvent pas disponible. J'ai des grossistes. Donc, si ils me livrent les marchandises, je poste souvent sur mes statuts. Donc, j'ai des amis, quand je poste, ils demandent les articles. Je fais des livraisons aussi. Nous avons des stockistes un peu partout. Donc, chez moi, chez mon stockiste, avec son fonds deuxième, je m'y rends. Donc, je ne prends plus la peine de dire je vais stocker chez moi beaucoup. Non. Quand la personne dit je veux tel produit, je dis ok, pour m'envoyer l'argent parce que des fois, ils disent je veux, tu vas acheter, ils ne viennent pas. Du coup, tu m'envoies l'argent et je vais te prendre ça. Pour les vendeurs en ligne, avoir de la clientèle est l'objectif principal. Néanmoins, plusieurs parmi eux sont sur le garde car tous les clients ne respectent pas les contrats établis avec eux. Cela ne les empêche pas de faire des bénéfices. Parfois, il y a des clients qui disent qu'ils ne veulent pas payer avant la livraison. Il y a certains clients, si le livreur le livre, difficilement ils paient. Ou bien ils vont dire la livraison c'est ci, ou bien la livraison c'est ça. Ou bien arriver là-bas, au lieu de 7 000, ils vont remettre 5 000 au client. Et bon, parfois ils vont dire ils ne veulent pas payer. L'application, tu partages tes produits, tu vas tomber sur un client qui va te dire qu'il veut acheter chez toi, qui veut acheter pas mal de produits, il va te faire, tu vas beaucoup parler, tu lui envoies des photos et toi-même tu es content, tu es excité, mais à un moment donné, il te dit, bon madame, je vais passer demain pour la livraison. Demain, tu l'appelles, il ne vient pas. Après, il peut t'inventer une histoire soit disant que voilà, désolé si je ne suis plus passé, j'ai eu d'imprévus, des histoires comme ça. Et à part ce côté, il y a également la non-disponibilité de certains clients. Il peut dire, moi, je suis à Boycon, comment on va faire pour la livraison? Voilà qu'aujourd'hui, il n'y a plus à faire de confiance. Que la vente en ligne, c'est vraiment bénéfique et c'est vraiment rentable parce que ça nous permet d'économiser les sous pour le loyer. Parce que quand tu vas prendre une boutique en ville, maintenant, à la fin du mois, tu dois payer pour le loyer. Mais tu t'imagines, tu as une boutique en ligne, par exemple, tu es chez toi, tu fais ta livraison, il y a d'entrée, La vente en ligne, ça me rapporte des bénéfices. La vente en ligne devient très virale et permet à beaucoup de jeunes de s'en sortir avec ou sans capital. Au Nigeria, plus de 130 élèves victimes début mars d'un enlèvement de masse ont été libérés sains et saufs selon l'armée et les autorités locales. Secourus dimanche par l'armée dans une forêt située à environ 200 km de chez eux, les écoliers ont été amenés au siège du gouvernement de l'État de Kaduna après avoir reçu des soins, une coupe de cheveux et leurs premiers vêtements de rechange depuis leur enlèvement il y a une vingtaine de jours. 6 des 137 élèves sont toujours hospitalisés et un membre du personnel qui avait été enlevé en même temps que les enfants est mort en captivité. I have physically present before you 131. J'ai ici présente physiquement 131 des 137 victimes de l'enlèvement. Cela signifie que 6 d'entre elles ne sont pas physiquement avec nous. Un étudiant de sexe masculin est toujours soigné dans notre centre médical à la caserne de Dalet. Et 5 autres étudiantes sont également hospitalisées. Les écoliers avaient été kidnappés le 7 mars par des hommes armés qui avaient attaqué leur établissement scolaire à Kuriga, au nord-ouest du Nigeria. La fréquence du nombre d'enlèvements de masse dans le pays avait provoqué une polémique nationale sur l'insécurité.
Nous ne devrions pas politiser la question de l'insécurité au Nigeria. C'est la raison pour laquelle nous avons été très discrets dans la manière dont nous avons abordé cette question. Et aujourd'hui, nous avons réussi. Mais toute tentative de continuer à saper les efforts des agences de sécurité au Nigeria au nom de la politique mettra en danger la vie et les biens de nos citoyens innocents au Nigeria. Selon le cabinet nigérian de conseil en risque SBM Intelligence, 4777 personnes auraient été enlevées au Nigeria depuis la prise de fonction du président Bola Ahmed Tinubu l'an dernier. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est donné vainqueur de la présidentielle déroulée dimanche. À 44 ans, l'opposant et dauphin d'Ousmane Sonko sera le 5e président du pays. Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État. Leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent de leur grandeur. Lundi soir, en tête des résultats provisoires, Diomaye, bien conscient de sa mission, a promis la continuité dans les relations internationales du Sénégal, en ces termes. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Dans la foulée, le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, a reconnu sa défaite. Le poulain du président sortant Macky Sall a félicité son adversaire. Amadou Ba a reconnu lundi sa défaite à la présidentielle de dimanche au Sénégal. Le candidat de l'Alliance pour la République au pouvoir a appelé Bassirou Diomaye Faye, le candidat de l'ex-Pastef d'Ousmane Sonko, au téléphone afin de le féliciter et de prier pour lui, selon le porte-parole du gouvernement sénégalais. Une sortie qui place Bassirou Diomaye Faye sur un boulevard et confirme, selon des populations, l'ancrage du pays à la démocratie. Je suis satisfait parce qu'on note que la démocratie, ça avance dans notre pays et que voilà, nous souhaitons vraiment que le nouveau président qui est pratiquement élu par la majorité que puisse avoir une bonne continuation. Dimanche, après la fermeture des bureaux de vote, les partisans de l'opposition étaient déjà dans la rue, convaincus de la victoire de Bassirou Diomaye Faye au premier tour de l'élection. Les résultats officiels sont attendus au plus tard vendredi. Au Soudan, la guerre complique la période de Ramadan dans ce pays majoritairement musulman. Sally Magoub vit aux États-Unis d'Amérique et elle pense à son pays d'origine qui doit observer ce mois sacré au milieu d'un conflit armé. Ce qui se passe actuellement au Soudan est vraiment tragique. Je pense qu'il est écrasant d'y penser, pour être tout à fait honnête. Nous avons perdu de la famille, des amis, et je ne parle même pas de la destruction du pays. Je parle seulement des vies. Je parle des gens qui sont malheureusement décédés et ou qui ont perdu des contacts avec nous et que nous supposons morts. Dans ce pays où l'on vit déjà sous le seuil de la pauvreté, Sally Magoub s'explique difficilement que des musulmans se fassent la guerre en pleine période de pénitence et de partage. Vous n'êtes pas censé être en guerre pendant le Ramadan. Je veux dire, vous savez, si nous pensons à l'aspect religieux, mais oui, parlons de l'aspect religieux, puis de l'aspect politique. Mais l'aspect religieux, c'est qu'on ne peut pas être en guerre. Comment devenez-vous spirituellement conscient? Comment priez-vous? Comment jeûnez-vous? Comment faites-vous tout cela si vous êtes en guerre? Depuis avril 2023, de violents affrontements opposent l'armée soudanaise du général Abdel Fattah al-Burhan aux forces paramilitaires du général Hemeti à Khartoum.
Au moins 4 personnes ont été tuées lundi dans une attaque à l'explosif visant une maison d'hôte dans la ville de Mandera, dans le nord-est du Kenya, selon des sources policières. Les autorités ont déclaré que parmi les morts se trouvaient 3 officiers et que plusieurs autres personnes avaient été blessées dans l'explosion. Selon les autorités de cette ville frontalière de la Somalie, un engin explosif artisanal avait été placé dans un hôtel et avait explosé alors qu'une foule de personnes s'asseyait pour prendre le petit déjeuner. We had a total of 15 injured people. Au total, 15 personnes ont été blessées et alors que nous en transportions certaines à l'hôpital, y compris des policiers, 2 d'entre elles sont mortes durant ce trajet. Un policier et un civil. 2 autres policiers ont succombé à leurs blessures pendant qu'on les soignait. 2 des blessés sont dans un état critique et ont été transportés par avion vers la capitale Nairobi. Les enquêteurs ont attribué l'attentat au groupe extrémiste El-Shabab, basé en Afrique de l'Est. Ce groupe, qui n'a pas revendiqué l'explosion, avait déjà organisé des attentats majeurs au Kenya et en Somalie. Nous avons lancé des enquêtes et je vous assure que nous comptons bien traduire en justice les auteurs de l'attentat. Nous avons déjà quelques pistes. L'explosion de ce lundi intervient après un attentat perpétré dimanche dans le comté côtier de Lamu au Kenya, au cours duquel 2 réservistes de la police ont été tués. Le président angolais João Lourenço espère attirer davantage de touristes chinois en Angola. Le dirigeant a vanté les atouts touristiques de son pays lors d'une récente interview avec la télévision chinoise. Je souhaite présenter l'Angola aux investisseurs et aux amateurs de voyage comme un pays qui regorge d'opportunités et qui offre de nombreux sites touristiques. L'Angola recèle de nombreux atouts pour tous ceux qui souhaitent explorer un monde différent et s'immerger dans la beauté de l'Afrique. Le pays offre à ses visiteurs des plages, du soleil, de superbes chutes d'eau et une grande variété de faune et de flore sauvages. Nous prévoyons de délimiter une grande réserve naturelle dans le sud-est du pays. Elle est nommée l'aire de conservation transfrontalière de Kavango-Zambézy. Le président angolais João Lourenço s'était rendu en Chine pour renforcer la coopération avec le président chinois Xi Jinping. Ce dernier s'est dit prêt à aider l'Angola à moderniser ses techniques agricoles, son industrie et diversifier son économie. Les récoltes ne sont pas bonnes au Malawi. Les pluies sont devenues rarissimes et la sécheresse catastrophique. 23 des 28 districts du pays sont déclarés zones sinistrées. Le phénomène El Niño est passé par là. J'ai une grande parcelle agricole que je cultive avec les enfants qui vivent avec moi. Avec de bonnes pluies, je récolte près de 20 sacs de 50 kg de maïs. Cette année, je ne devrais pas vous mentir, je n'ai rien récolté. Nous avons semé en novembre et le maïs a germé parce que nous avions de la pluie. En décembre, nous avons eu un peu de pluie, mais trop de soleil qui a séché tous les champs et toutes les cultures. Selon le président Lazarus Chakwera, ce sont 44% de récoltes perdues et 600 000 tonnes de besoins alimentaires pour 2 millions de ménages impactés. La nourriture que nous distribuons aujourd'hui est celle de la saison que nous traversons. Mais il y a une famine supplémentaire à affronter du fait de la sécheresse que nous avons connue. Pour Neno, ça a été très dur. Donc la déclaration du président signifie que d'autres personnes vont arriver là où il ne l'aurait pas fait nécessairement. Les gens vont venir à cause de cette déclaration. Ces dernières années, le Malawi a été frappé à plusieurs reprises par des conditions météorologiques extrêmes et le pays fait face à une crise alimentaire alarmante.
4 suspects ont été appréhendés pour l'attentat à la bombe qui a tué plus de 130 personnes à Moscou la semaine dernière. 2 ont plaidé coupables devant un tribunal en Russie. À Moscou, le tribunal de Basmany a formellement inculpé les 4 individus, âgés de 19, 25, 30 et 32 ans, d'avoir commis l'attentat du Crocus City Hall, une salle de concert dans la banlieue de la capitale russe. Le Kremlin a annoncé samedi l'arrestation de 11 personnes, dont les 4 assaillants à la suite de l'enquête ouverte pour actes terroristes. Si les 2 premiers ont reconnu immédiatement les faits, les 2 autres ne se sont pas exprimés. L'un d'entre eux a été ramené directement de l'hôpital sur chaise roulante, le visage timoré et les yeux fermés. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique, mais le président russe Vladimir Poutine a indiqué dans un discours à la nation que les suspects avaient été arrêtés alors qu'ils tentaient de rallier l'Ukraine. Faux, selon Kiev.